Chers amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me demande si ce n'est pas la 90e mondoscopie, j'ai un peu perdu le fil. Vous me pardonnerez si c'est la 91e. Nous sommes le 24 septembre 2025. Likez, partagez cette vidéo, faites connaître la chaîne, rejoignez le cercle de ses amis pour avoir des contenus exclusifs. Les liens sont en description de cette émission, comme chaque fois. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on a beaucoup de choses à traiter. Je dois faire des choix. Évidemment, avec ce qui se passe à l'ONU, à New York, l'Assemblée générale et la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, je devrais sans doute commencer par ça, mais je pense en fait que je vais quand même commencer par l'Ukraine, non pas parce que c'est mon tropisme, mais parce que quand même il se passe quelque chose de très très intéressant qu'il faut bien analyser, qu'il faut bien interpréter sans se jeter dans la facilité, soit de ces wishful thinking, de ces desiderata, soit dans des erreurs en fait d'interprétation. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. Il y aura trois thèmes donc. Premièrement Ukraine, deuxièmement Moyen-Orient, Palestine, accord entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Et puis, troisième point, je vais quand même faire un petit éclairage sur le Venezuela, parce que pendant qu'on s'intéresse à l'Europe et au Moyen-Orient, il se passe des choses ailleurs. Voilà. Alors, donc, là, on a eu hier un tweet assez magistral, n'est-ce pas, comme Trump en a le secret, sur Truth Social, du président américain qui paraît d'un seul coup avoir vu la lumière, en tout cas celle des va-t-en-guerre, des néocons, des belliqueux, de tous ceux qui veulent nous précipiter dans un conflit complètement débile, et qui donc a fait un très grand tweet. Zelensky en a eu immédiatement les larmes aux yeux, évidemment, parce qu'il a pris ça au premier plan, au premier niveau, de manière littérale. Il a expliqué que voilà, il avait enfin la confiance de Trump, qu'il avait enfin tout compris, qu'il avait compris que Vladimir Poutine lui racontait des contes de fées, etc., etc. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet. C'est un tweet très, très intéressant. J'ai presque envie de vous le lire parce qu'en soi, avant de l'interpréter, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Alors, je vous le lis rapidement. Après avoir été mise au courant complètement de toute la réalité de la situation économique et militaire du conflit ukraino-russe, et après avoir vu le trouble économique, les problèmes économiques dans lesquels se trouve la Russie à cause de sa guerre, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de combattre et de regagner finalement tous les territoires que la Russie a pris à l'Ukraine, tous les territoires, donc depuis, en fait, l'Ukraine doit pouvoir rentrer par les armes dans les frontières de 1991. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, donc des pays européens de l'OTAN, les frontières originelles à partir desquelles cette guerre a commencé peuvent être rétablies, et c'est vraiment une option. Pourquoi pas, dit-il. La Russie a combattu sans but depuis 3 ans et demi, n'est-ce pas? Une guerre qui aurait dû, pour une véritable force militaire, donc ça veut dire, sous-entendu, la Russie n'en est pas une, ça aurait dû prendre une semaine, voilà, dit-il. Et franchement, ça n'est pas en faveur de la Russie, hein, it's not distinguishing Russia. En fait, ça la fait plutôt ressembler à un tigre de papier. C'est lunaire. Lorsque le peuple qui vit à Moscou et dans toutes les grandes villes, cités et districts de la Russie
finira par découvrir ce qui se passe véritablement. Sous-entendu, on leur ment, ils ne savent pas, dans cette guerre. Eh bien, et le fait qu'il leur est presque impossible pour eux faut pas que je rie, de prendre du pétrole, enfin de fournir en essence parce qu'il y a des queues immenses, n'est-ce pas, qui se forment en Russie, hein, n'est-ce pas, pour acheter du pétrole. Et toutes les autres choses qui ont lieu dans cette économie de guerre, qui en fait va très mal, alors elle dépense tout son argent pour l'Ukraine, eh bien, combattre une Ukraine, naturellement, qui a un grand esprit combattant, patriotique, etc., etc., eh bien, et qui va mieux, et qui va de mieux en mieux, hein. L'Ukraine sera capable de récupérer son pays dans sa forme originelle et peut-être même d'aller au-delà, d'aller plus loin que ça. Point d'exclamation, dit-il. Poutine et la Russie sont dans une situation économique très très difficile et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, je souhaite à ces deux pays le meilleur. Bon. Je leur veux du bien, hein, je leur veux du bien. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN afin que l'OTAN en fasse ce qu'il en veut, donc en soutien de l'Ukraine. Bonne chance à tous. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Voilà, ça c'est le tweet. Donc évidemment, vous imaginez dans le camp des bellicistes, dans le camp des va-t-en-guerre, à Paris, à Londres, dans tous les grands médias, enfin partout, évidemment en Ukraine, et en Allemagne, enfin partout. Vous imaginez ce que ça a pu provoquer. Ça y est, enfin, Trump a vu la lumière, Trump a tout compris, Trump nous soutient, on peut y aller, c'est le moment, continuons, battons-nous jusqu'au dernier Ukrainien, c'est formidable, etc., etc. C'est une joie mauvaise, évidemment, mais c'est surtout, à mon avis, une joie sur laquelle il faut revenir assez vite. Je les engage à la plus grande prudence, parce que ça n'est pas un revirement. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a un contexte. Le contexte, c'est le contexte d'attaques prétendues, hein, niées par le Kremlin, sur lesquels on n'a, à vrai dire, pas beaucoup de preuves, sur lesquels d'ailleurs l'OTAN lui-même reste très prudent, mais quand même, depuis 3 semaines, il y a des attaques partout, la Pologne, alors la Pologne, elle a même avoué qu'en fait, c'était pas russe, mais bon, la Lituanie, la Roumanie, la Norvège, le Danemark, la Suède, enfin bref, il y en a partout. Poutine est en train d'envoyer des drones partout, à toutes ses frontières, pour chercher à exciter l'OTAN, à vraiment à le faire, à le provoquer, en fait, littéralement. Bon, alors, d'abord, sur le fond de cette affaire de drones, bon, on attend évidemment les preuves, c'est-à-dire je pense qu'il y a quand même beaucoup de false flags, et d'ailleurs ça vient en essaim, c'est pas un hasard. Après, il y a peut-être des drones russes, et surtout des leurres, hein, des decoys, des drones leurres, en fait, qui sont destinés à tester, en fait, les défenses de l'OTAN, je vous l'ai déjà expliqué, qui sont envoyés. Bon. Ce qui est vrai, c'est en tout cas que l'OTAN fait absolument tout ce qu'il peut pour jouer à se faire peur et pour provoquer, encore une fois, la Russie. Parce que le problème de la Russie, c'est qu'elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Elle ne répond pas aux provocations, et ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et ça commence à être très long, n'est-ce pas? Bon. Donc il y a une très grosse pression, bien sûr ukrainienne, parce qu'il y a des attaques de drones en permanence sur Moscou, mais pas seulement, sans arrêt, des petits nuages, quelques unités de drones ukrainiens partout. Tout ça, ça a un objectif, évidemment, c'est de pousser les États-Unis et de pousser Donald Trump à décider d'aider les Européens, de fournir ces fameuses garanties de sécurité
un déploiement de troupes européennes, de pays européens de l'OTAN, en l'espèce les Français, les Britanniques, les Polonais et éventuellement d'autres, hein, pourquoi pas les Lituaniens qui s'imaginent qu'ils peuvent absolument faire tout et vaincre la Russie. Bref, voilà, donc il y a un contexte, c'est difficile. Je ne peux pas vous dire que toutes les attaques sont des false flags, sont des attaques sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'en fait, qui nous sont imputables, du faux, des mensonges, mais pour l'instant, en tout cas, les officiels russes, y compris à la tribune de l'ONU par leurs représentants adjoints, expliquent que vraiment c'est infantile, c'est ridicule, c'est dangereux, c'est stupide, c'est... Voilà. Bon, il n'y a pas de preuves vraiment. Alors, donc l'idée c'est de faire monter la température, de provoquer aussi, bien sûr, des déclarations russes un peu menaçantes, ou des réponses même, qu'on pourrait évidemment immédiatement faire passer pour des menaces sorties de nulle part, comme si l'OTAN ne faisait rien, naturellement. L'OTAN ne fait rien. Et puis après, tout ça, c'est la chambre d'écho des grands médias, bien sûr, qui ont leurs ordres, et qui essaient aussi de pousser Donald Trump à dire des choses. Là, récemment, il y a eu à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, une réunion où il y avait donc les mainstream medias, les grands médias, qui ont asticoté, si vous voulez, Trump avec des questions du genre et est-ce que vous soutiendriez l'OTAN si l'OTAN devait shooter, enfin devait faire tomber des avions russes? Vous imaginez? Vraiment, on le pousse à prendre des positions de guerre. De guerre. Bon. Et d'ailleurs, il a répondu spontanément « oui ». Voilà. Donc, le problème, c'est que c'est Trump. Hein. Après, lui, voilà. Il ne réfléchit pas toujours à tout avant. Bon. Donc, voilà. La question, c'est que l'OTAN ne fait pas ce qu'on attend, la Russie ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Donc on est là, on pousse, on pousse, on pousse. On sait que, d'ailleurs, les services russes l'ont, comme d'habitude, annoncé pour essayer de faire dégonfler l'occurrence, enfin l'événement. Il se dit que bientôt, comme il va y avoir un scrutin en Moldavie et qui n'est pas du tout certain que Maia Sandu le remporte, eh bien il pourrait y avoir des protestations, des manifestations, Dieu sait quoi, et la nécessité pour des troupes ou pour une force de l'ordre venant de Roumanie de venir au secours de la pauvre Maia Sandu en Moldavie, bref, de faire entrer en Moldavie, pour menacer la Transnistrie, hein, qui elle est sous contrôle russe en fait, donc par le sud, vous voyez, par le flanc Odessa, si vous voulez, pour gêner la Russie. Donc on cherche le problème, on cherche l'escalade, on cherche l'engrenage, on cherche l'incident. C'est effrayant. Moi, voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué ce que j'en pensais. Alors, l'histoire du tigre de papier, bon, ça c'est pour piquer évidemment l'orgueil de Vladimir Poutine. C'est un peu le coup de pied de l'âne, parce que dans le genre tigre de papier, Trump n'est pas mauvais. On voit ce qu'il est advenu de sa guerre des tarifs, c'est quand même un gros fiasco. On voit bien qu'il se prend des revers sur un certain nombre de sujets, en dépit de ses rodomontades et de ses grandes déclarations. Bref, mais la question, c'est quand même comment est-ce qu'on interprète ce tweet? Est-ce que Trump est devenu fou? Est-ce que Trump est convaincu de ce qu'il raconte? Ou bien est-ce que Trump est en train, à sa manière, c'est-à-dire très maladroitement, en fait, de ruser avec le camp des belliqueux, des jusqu'au-boutistes, y compris à l'intérieur des États-Unis et même de son administration, avec les néoconservateurs qui l'environnent. Je pense à Rubio notamment. Bon. Ou bien, est-ce que, et c'est pas forcément exclusif, est-ce que c'est pas une très habile façon finalement de faire du business, parce que si vous lisez bien ça, on parle quand même à mots couverts, mais de ce que l'Amérique a gagné de ce type de posture, en refilant le bébé qui va décidément très très mal du conflit ukrainien vraiment à l'Europe et à l'OTAN,
qui donc vont continuer à harceler la Russie, ce qui ne peut pas faire de mal aux États-Unis, peut-être, de leur point de vue, avec des armements américains, naturellement, des armements qu'on leur achète. Donc, parce qu'il faut comprendre que Trump, il a quand même tendance à... Et d'ailleurs, Rubio a fait des déclarations dans ce sens, le secrétaire d'État. Il a tendance à vouloir quand même se dégager un peu du bourbier ukrainien, parce qu'en fait, il n'est arrivé à rien. Pourquoi est-il arrivé à rien? Parce que, comme d'habitude, il a voulu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, il a voulu faire des deals énergétiques et économiques colossaux avec la Russie, mais en s'imaginant qu'il lui faisait une fleur. Et en même temps, en espérant contre ces largesses, n'est-ce pas, qui sont favorables aux Américains, essentiellement, et aux Russes aussi, bien sûr, mais enfin quand même, ils font rien pour rien. Et les ressources énergétiques russes et minérales russes intéressent tout le monde, et surtout eux. Eh bien, en même temps, il a voulu que la Russie s'est imaginé que contre ça, il allait pousser Moscou à faire des concessions qu'elle ne peut pas faire, que la Russie ne peut pas faire, puisqu'elle renvoie aux raisons pour lesquelles, très exactement, elle a dû entrer en guerre. Donc, voilà, donc il ne veut pas traiter les racines du conflit comme le lui demande sur tous les tons Poutine depuis son arrivée. Il continue à vouloir un cessez-le-feu. Si vous voulez, il veut tout, mais il ne donne rien. Il ne donne rien, parce qu'il faudrait arrêter les Ukrainiens et remettre les Européens à leur place. Alors, il les remet à leur place en les faisant... s'asseoir comme des gentils petits écoliers devant lui à la Maison-Blanche pour bien les humilier et leur rappeler qui est le chef. Mais il les laisse quand même. Et pourquoi les laisse-t-il? Parce que ça rapporte. Ça rapporte au complexe militaro-industriel américain. On ne le dira jamais assez. Bref. Donc, il s'est enfermé, en fait, dans un piège, si vous voulez. Voilà. Et on l'a enfermé, bien sûr, avec cette espèce de plan Kellogg à la noix. Il a été vraiment très mal conseillé et donc il veut sortir de ce piège. En plus, oui, forcément, en se mettant dans cette situation vis-à-vis de Poutine, il ne pouvait être que déçu parce que l'autre, il a oublié d'être idiot quand même. Donc il a bien compris. Donc bien sûr, il y a toujours des canaux, à ma connaissance, et c'est dit par plusieurs analystes sérieux, il y a toujours des canaux, et aussi d'ailleurs par les autorités russes elles-mêmes, ouvert de communication entre Washington et Moscou. Bon, il faut s'en réjouir. Voilà, il faut sortir du piège. Alors, comment sortir du piège quand on est Donald Trump? Il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il explique que la Russie va mal. Alors, je vais vous redonner 2-3 chiffres sur l'économie russe et aussi sur l'économie américaine, ça c'est éclairant. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression qu'il a avalé la pâtée, la pâtée que lui tend, que le force à avaler Kellogg et son équipe, ou alors c'est du sarcasme. Et effectivement, ce qui s'est passé à New York peut laisser penser que c'est plutôt sarcastique et qu'en fait, il veut juste sortir de cette affaire. Parce que s'est-il passé à New York? Il y a eu une rencontre, vous savez, Trump-Zelensky, cette fameuse rencontre. Bon. Et puis après, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne et bien sûr l'Ukraine ont proposé un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandait toujours la même chose, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat, qui n'est évidemment pas dans l'intérêt des Russes, la libération de tous les otages, bon, ça d'accord, les Russes le font déjà, enfin c'est en cours, ça se fait régulièrement, que les Russes lèvent toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire dans certaines régions, bon ça je ne vois pas très bien à quoi ça correspond. Le projet de résolution réaffirme la souveraineté de l'Ukraine son intégrité territoriale, donc là déjà, bon, voilà,
On voit bien que ce n'est pas possible. Ça demande à la Russie urgemment de s'engager dans de véritables négociations pour mettre fin à la guerre. Alors évidemment, on a présenté ce projet de résolution comme une réponse justement à ce contexte des attaques de drones, hein, c'est-à-dire la montée des attaques russes, la montée des victimes civiles aussi du côté russe. On ne s'intéresse absolument jamais à toutes les victimes civiles russes et russophones que fait l'Ukraine. Ça n'intéresse manifestement personne. On a demandé, et donc ça a été, évidemment ça a été soutenu par très largement l'Europe, et d'ailleurs la communauté internationale d'une certaine manière, et donc tout ça a été présenté au Conseil de sécurité. Et devinez ce qu'ont fait les États-Unis. Voilà, devinez ce qu'ont fait les États-Unis, je vous le donne en mille. La représentante des États-Unis a mis son veto. Cette résolution voulue par les Européens, si vous voulez, et les Ukrainiens. C'est pour ça qu'il faut se calmer un petit peu. C'est pas parce qu'il fait un tweet qu'il faut tout prendre au premier degré. Le problème, c'est qu'on est à un tel niveau d'incompétence et d'ignorance dans nos pays aujourd'hui qu'on avale tout comme si c'était, je ne sais pas quoi, moi, du petit lait. Parce que ça nous arrange, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus tordu que ça, à vrai dire, l'attitude américaine. Donc, finalement, la représentante américaine met son veto pour son gouvernement et elle explique pourquoi. Elle explique que la Maison-Blanche préfère des négociations directes qui sont en cours, des médiations, des efforts de médiation, et elle critique aussi le langage du projet de résolution qui est beaucoup trop comminatoire et brutal, et elle explique que tout ça, ça peut en fait, ce qui est effectivement l'objectif des Européens, ça peut juste, comment dirais-je, casser le fragile petit fil du dialogue qui existe encore, n'est-ce pas, entre l'Ukraine et la Russie et les médiateurs internationaux, et que ce n'est pas en s'adressant comme ça à la Russie, en gros, qu'on a une quelconque chance d'arriver à quoi que ce soit. Bon, donc, mais elle dit aussi aux Européens que c'est très bien, vous pouvez continuer à faire pression sur la Russie, il faut continuer à aider l'Ukraine. Simplement, il ne faut pas mettre en danger de possibles pour parler de paix. Il ne faut pas que le Conseil de sécurité, par ses prises de position, risque de faire monter encore les tensions et l'escalade. Bon, voilà. Bref, la résolution dans sa forme présentée ne convient pas aux Américains. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trump, en fait, est en train de gagner du temps et d'acheter du temps, si vous voulez, d'une certaine manière, pour permettre à la Russie de pousser son effort militaire, quoi qu'il en dise. Parce que dans le tweet, on a l'impression qu'il croit que la Russie va très très mal sur le front, que ça se passe très très mal pour la Russie sur le front, ce qui est quand même une énormité aujourd'hui. Qui peut encore penser ça? Même Trump ne peut pas le penser. Même si on lui raconte n'importe quoi du matin au soir, c'est pas possible. Ou alors il vit dans une cage, enfermé, sans information extérieure. Donc on peut penser que Trump achète du temps, en fait, pour que la situation sur le terrain évolue d'une manière suffisamment décisive au rythme des Russes, c'est-à-dire très très lent, encore une fois, je vous l'ai expliqué, parce que leur problème, ce n'est pas les territoires, c'est la préservation des forces, c'est la préparation à un conflit de grande envergure et de longue durée, éventuelle, puisque l'OTAN a l'air de le souhaiter, et qui ne veulent pas, a priori, aller au-delà des 4 oblasts, ou éventuellement de 4 autres, si on continue à les pousser à ça. Donc c'est très malin, en fait, c'est très malin. Il relâche la pression interne des néocons sur lui, en laissant penser qu'il croit, voilà. Il satisfait les marchands de canons américains, qui sont ravis, puisque les Européens payent pour qu'eux fabriquent des armes américaines qu'on va donner via l'OTAN aux Ukrainiens, et il dégage sa responsabilité des éventuelles idioties que les Européens pourraient être amenés à faire
sur le terrain. Donc, alors, après, ce qui est quand même dingue, c'est quand même l'affaire économique, si vous voulez, parce qu'il explique en gros, dans son tweet que je vous ai lu, que l'Ukraine, la Russie, elle est au bord de l'effondrement économique, en fait. Ça va très, très, très mal. Alors que c'est tout l'inverse. La Russie avance régulièrement, méthodiquement. Elle inflige de très, très lourdes pertes en morts et en blessés à l'Ukraine tous les jours et tout le long de la ligne de contact, y compris des pertes à des mercenaires occidentaux. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc, sur le front économique, d'une manière générale, je pense que la croissance russe pourrait faire des envieux. Elle n'est que, j'allais dire, sur l'année glissante, elle est d'un peu moins de 2%, 1,8%, d'après la Banque centrale de Russie. C'est vrai que c'est une baisse par rapport à 2024, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des politiques monétaires très dures, en fait, imposées par la Banque de Russie, par la Banque centrale, pour casser l'inflation. Et ça a marché puisqu'on est l'inflation a presque été divisée par 2, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est un peu en dessous de 10% en ce moment. Bon, il y a un faible taux de chômage, et puis il y a un ratio entre la dette et le PIB qui ferait pâlir d'envie la plupart des pays de cette planète, puisqu'il est 19%. Je vous rappelle que nous, on en est à 120, 117, 123, je ne sais plus. Que les salaires continuent d'augmenter, certes plus modérément en 2025 qu'en 2024, mais quand même. Voilà. Bon, en 2024, ça avait été une année très faste. Ils avaient augmenté de 9% les salaires en Russie. 9%. Voilà. Donc là, on est plutôt entre 3 et 5, en gros. Voilà. Donc, si vous voulez, ce que raconte Trump dans son tweet sur le thème « La Russie va très mal, cette guerre lui coûte une fortune, elle n'en peut plus, et donc les Ukrainiens peuvent saisir leur chance et renverser la vapeur », il ne peut pas croire ça, en fait. C'est impossible. Ça voudrait dire que le président des États-Unis est l'un des hommes les plus désinformés de la planète, ce qui est quand même très très grave, quelle que soit la lutte des courants, des uns, des autres. Bon. Et puis surtout, il oublie un peu de penser à son pays, puisque l'économie américaine, certes, est tirée par des grandes sociétés, par la finance, etc. Mais enfin, quand même, il y a des menaces de stagflation, c'est-à-dire en fait, c'est en même temps une croissance économique atone et une inflation forte, persistante, lourde, qui continue. Et puis un chômage, c'est ça, la stagflation, donc ça met l'économie un peu en panne. Bon, je ne sais pas s'ils iront jusque-là. En tout cas, en 2025, la croissance, elle est à 0,8%. Et sur l'année, je crois que les prévisions, c'est 1,5, donc c'est quand même pas non plus magnifique, spectaculaire. Il y a toujours de l'inflation, bon, pas énormément, mais il y en a toujours. Le chômage, là aussi, le taux de chômage aux États-Unis sont très bas, toujours, mais enfin, on est quand même autour de 4%. Donc voilà, la hausse des salaires, c'est assez. Il y a aussi la pression qui vient de la guerre de Trump sur les tarifs douaniers, toutes ces barrières douanières qui en fait ont fait augmenter les coûts pour les entreprises américaines et pour les consommateurs. Donc ça maintient l'inflation, si vous voulez, ça pousse l'inflation. Et puis, n'oublions pas que le ratio entre la dette et le GDP, et le PIB, est de 126% aux États-Unis. Voilà. Je vous ai dit qu'en Russie, on en est à 19%. Voilà. Donc, 19 versus 126. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une capacité, une autonomie, si vous voulez, une souveraineté
et une indépendance en fait de la Russie qui est extrêmement forte par rapport aux pressions. C'est pas pour rien que les sanctions ne marchent pas aussi. Voilà, pas seulement parce qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont pas du tout l'intention de les accepter et qui ont besoin des hydrocarbures russes, y compris l'Union européenne, suivez mon regard. Là aussi, on est dans une hypocrisie totale, mais c'est aussi parce que c'est un pays véritablement souverain au sens propre du terme, qui n'est pas endetté. Voilà, c'est ça la perte de la souveraineté, c'est la dette. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que Trump a fait cette espèce de flip-flop, quoi, de virage à 180 degrés, on dirait, il s'est retourné un peu. Bon, ok, il n'est pas content avec Poutine parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce que son prix Nobel de la paix s'éloigne. Bon, je dirais qu'il s'éloigne beaucoup plus pour ce qu'il cautionne au Moyen-Orient que pour ce qu'il n'arrive pas à faire en Russie. Mais enfin, on va encore m'accuser de tout un tas de choses, donc je ne m'étends pas, enfin tout le monde a bien compris. Donc il y a ce deal idiot dans lequel il s'est enfermé, qui était un mauvais deal, parce qu'en fait il attendait tout, il ne donnait rien, c'est-à-dire il voulait que les États-Unis puissent investir massivement dans l'économie russe, et il s'est imaginé qu'il faisait une faveur aux Russes. Ce qui est vrai, mais partiellement vrai. C'est aussi bon pour les entreprises américaines, évidemment. Et en même temps, il espérait que contre cette faveur, eh bien, la Russie ferait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire se couper les pattes en Ukraine et accepterait n'importe quoi, et notamment un cessez-le-feu immédiat, alors qu'elle est en position de force, et alors que précisément elle a fait la guerre pour ne pas avoir de force de l'OTAN sur ce territoire qui aurait dû rester neutre. Bon. Deuxièmement, en faisant un tweet pareil, comme je vous l'ai dit, il fait retomber la pression qui s'exerce sur lui de la part de tous les réseaux néocons aux États-Unis, en Europe, à l'OTAN, et voilà. Et si vous voulez, l'Europe a quand même fait, et Van der Leyen, et tout le monde derrière l'a laissé faire, et d'accord, l'envoie même, pour dire qu'elle va acheter des armes, alors qu'on parlait d'autonomie stratégique européenne. C'est quand même la grosse clownerie, quoi, la grande mascarade. On nous parle d'autonomie stratégique européenne, on n'a jamais été aussi dépendant, énergétiquement et militairement, puisque non seulement on ne va pas faire, ou très peu, la consolidation de nos industries de défense propres, mais on va aller dépenser un argent rare pour aller acheter des armes américaines. Tout ça pour pouvoir dire qu'on soutient l'Ukraine, qu'on n'a pas renié notre promesse et que nous sommes la pointe avancée de diamant des États-Unis finalement en Europe et contre la Russie. Donc c'est même pas un marché de dupes, c'est au-delà du marché de dupes. Bon. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très bon pour le complexe militaro-industriel, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier que, évidemment, les États-Unis, c'est le plus grand marchand d'armes de la planète. Alors, vous me direz que la France est seconde, oui, mais enfin, entre, je ne sais plus, attendez, je vais vous retrouver ça. 43% des armements vendus dans le monde pour les États-Unis et puis 9,6% pour la France. Et la Russie, troisième avec 7,8% en 2024. C'est 2022 ou 2020-2024, c'est la période 2020-2024. Donc, voilà, Trump, il fait du business, donc il se dit, mais tout ça, ça va faire beaucoup d'argent pour les industries américaines et pour les shares, pour les actions américaines de ces marchands, de ces industriels de l'armement. Et donc tout ça, c'est très bon, et c'est très bon politiquement aussi pour lui. Donc il calme les Lindsey Graham et toutes ces espèces d'agités du bocal qui essayent de l'engager dans des choses folles, et il laisse faire pendant ce temps sur le terrain ce qui se fait. C'est-à-dire que la Russie continue à avancer. Et il se crée, finalement, il s'ouvre des opportunités. Cinquième motif, si vous voulez, il s'ouvre des opportunités. On verra.
s'il arrive à recoller les morceaux, peut-être avec Poutine à un moment donné. Bon, en tout cas, il a renforcé considérablement le contrôle américain sur les Européens, c'est clair. Et il les laisse se débrouiller avec ce qu'ils veulent faire en Ukraine, du moment que ça lui rapporte. Bon, après, je ne peux pas vous dire que ça va forcément évoluer bien, parce qu'il peut poursuivre dans cette veine et être poussé par de nouveaux false flags, par de nouvelles pressions, par, je ne sais quoi, moi, de nouvelles promesses peut-être d'argent européen, parce qu'en fait c'est ça, on achète notre influence auprès des États-Unis désormais, c'est le pire, c'est le dernier degré de l'allégeance, n'est-ce pas? Eh bien, il peut mettre un pied dans l'escalade vis-à-vis de la Russie. Et ça pourrait quand même très très mal se terminer. Bon, il faut espérer encore une fois que Poutine va rester calme et qu'il n'estimera pas nécessaire de prendre les devants. Mais je pense que ça ne peut qu'activer les opérations russes, en revanche, sur le terrain en Ukraine. Ça, c'est probable. Donc encore une fois, puisqu'on nous explique que la paix, c'est la guerre, ou plutôt la guerre, c'est la paix, on n'a pas fini avec tout ça. On n'a pas fini avec tout ça. En gros, voilà, il a fait son tweet sur le thème « Ah, mais bien sûr, mais je n'avais pas tout compris, mais ça y est, je viens de comprendre. Voilà, ben, je suis d'accord avec vous, allez-y, je vous donne le feu vert. Ah ben non, je ne vous fais pas de garantie de sécurité, achetez-moi des armes tant que vous voulez. » N'est-ce pas? Et puis débrouillez-vous, bon courage, bon vent, bonne brise, hein, comme on dit aux marins. Voilà. Donc, la situation reste extrêmement instable, extrêmement fluide, comme on dit, extrêmement volatile, extrêmement inflammable. Mais je pense que tous ceux, et j'en connais, qui doivent être sur les plateaux en train de s'esbaudir et de se dire « Enfin, c'est formidable, voilà, on a retrouvé notre papa américain, il est d'accord avec nous, on va aller se battre contre ces horribles Russes, etc. » Tout ça se réjouissent un peu vite. Les États-Unis sont beaucoup plus cyniques que ça. Voilà. Alors, deuxième point, là j'ai déjà été beaucoup trop longue, le Moyen-Orient. Bon, la France a reconnu l'État de Palestine, très bien, bon, c'est 154 pays, hein, on n'est pas les premiers, ça vient bien tard, je pense, par rapport à l'histoire entière de ce conflit. Ça ne change évidemment rien à la poursuite des opérations et à l'intensification des opérations israéliennes à Gaza et en Cisjordanie. Ça ne veut pas dire que l'État de Palestine va advenir. Alors, il y aurait un projet français, mais que les États-Unis ne sont pas prêts, à mon avis, d'accepter de mise en œuvre d'une force internationale sous mandat ONU qui viendrait surveiller un cessez-le-feu, enfin, permettre un arrêt des combats. Bon. Je pense, moi, qu'il fallait que la France le fasse. Alors, même si le président l'a peut-être fait pour des raisons de politique interne, très bien, je pense qu'il l'a aussi fait parce qu'il s'est rendu compte qu'à force de ne rien dire et de ne rien faire et de laisser finalement le monde entier regarder ce qui se passait à Gaza avec une France muette, ça devenait de plus en plus intenable. Parce que maintenant, voilà, l'équivalence, c'est plus... la critique du sionisme est une critique, enfin du sionisme dans ce qu'il est devenu, est une critique et de l'antisémitisme, c'est si vous ne dites rien, vous êtes complice en fait. Voilà, c'est la même chose. Le silence, c'est la complicité en fait. Donc je pense que ça a quand même joué. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas mal pour les positions de la France. Je suis désolée, Dieu sait si je suis critique, mais il y a quand même une réalité qui est la radicalité du mal sous nos yeux. Et en fait, plus on reste dans le silence, plus on désoriente les consciences, etc., mais plus ça devient insupportable, en fait. Donc plus ça enclenche, ça déclenche non seulement la résistance là-bas, sur place, évidemment,
c'est pour ça que militairement, comme l'ont d'ailleurs expliqué beaucoup de généraux, d'espions et de diplomates à Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de solution militaire. Les objectifs affichés d'Israël ne sont pas tenables en l'espèce, pour diverses raisons, mais déjà au plan militaire. On ne peut pas éradiquer le Hamas, c'est une... Non. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on va continuer à faire de Gaza un champ de poudre et de miettes et de gravats et de cadavres qu'on va libérer les otages. Enfin, plus personne qui peut encore penser ça, oser penser ça, et oser le dire en plus, c'est évident. Le Hamas qui a fait plusieurs propositions, c'est Israël qui s'est retiré et qui tue tous les négociateurs, soit avec l'Iran ou d'ailleurs avec la Palestine. Il tue tous les gens avec lesquels il pourrait éventuellement discuter. C'est quand même pas un hasard, c'est une évidence, ça, c'est un fait. Voilà. Donc, Israël est dans une impasse, mais comme tous les gens qui sont dans une impasse, c'est comme nous en Europe avec l'Ukraine, on continue. Voilà, on double down, on remise encore une fois. Au lieu de s'arrêter, bon, Netanyahou le fait évidemment pour des raisons politiques et personnelles que tout le monde connaît, mais derrière, il entraîne avec lui tout le peuple israélien et tout Israël, et il met en jeu la sécurité à la fin d'Israël, même s'il a le soutien américain, même si aux États-Unis, et au Conseil de sécurité, en tout cas, la représentante américaine, évidemment, fait comme si il ne se passait rien à Gaza. On est au bord de reconstruire un Eldorado, n'est-ce pas, dans la bande de Gaza. Enfin, voilà, quand on sait les attendus économiques et financiers à la fois des autorités israéliennes, l'affaire du canal Ben Gurion, l'affaire du gaz de Gaza, enfin bon, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faudrait évidemment pouvoir parler longuement et pouvoir échanger, et personne ne le fait bien sûr dans les médias, mais en tout cas, voilà, je pense que c'était le moment, la France ne pouvait plus reculer plus longtemps, il ne faut pas oublier qu'on a eu ce qu'on appelle la politique arabe de la France, hein. Même si nous avons été un allié d'Israël et nous l'avons beaucoup aidé, y compris au plan nucléaire, nous avons aussi une politique plus large, c'est-à-dire pas forcément, en tout cas on l'a eu, d'alignement sur tous les desiderata d'Israël et toutes les attaques d'Israël sur ses voisins. Bon. Donc, je pense que les critiques qui sont faites à Emmanuel Macron sur le fait que reconnaître la Palestine, d'ailleurs, comme lui a dit Netanyahou, c'est aider le Hamas, c'est complètement stupide. Voilà. C'est Israël qui doit revenir sur sa politique et qui doit revenir dans une forme de normalité internationale, de normalité politique, humaine, militaire. Voilà, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y a eu le grand sommet arabe du 15 septembre, mais dans la foulée, j'en ai fait l'objet, ça a fait l'objet d'une clé du monde. Il y a eu un accord très intéressant sur lequel je ne reviendrai pas. Je vous invite à adhérer au cercle Paix et Guerre et à écouter de manière précise ce que j'ai à en dire. Mais il y a eu un accord militaire de défense collective, mutuelle, entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Ce qui veut dire que c'est la fin du monopole, même s'il n'y a pas... il n'a pas été dit que le Pakistan irait bombarder un ennemi de l'Arabie saoudite au nucléaire, hein, évidemment, mais enfin, il n'y a plus de monopole nucléaire israélien régional. Voilà. Et tout ça se fait dans le cadre du rapprochement très important dont je vous avais parlé à l'époque, qui précédait de quelques mois le 7 octobre et qui avait déclenché la fureur évidemment à Tel Aviv et à Washington, rapprochement entre les Iraniens et les Saoudiens. Rapprochement qui est en fait nourri par ce que fait Israël. Parce que tous les pays arabes, comme l'Iran, perse, chiite, ne peuvent pas
rester, même pour l'équilibre politique de leur pouvoir, de leur régime, quel qu'il soit, ils ne peuvent pas ne rien faire, ils ne peuvent pas fermer les yeux et juste eux aussi être complices d'Israël dans ce qui se passe à Gaza. Donc Israël est allé beaucoup trop loin dans sa défense après le 7 octobre, si vous voulez. Là, on est très très au-delà de tout ça. Et là, eh ben, ça provoque un certain nombre de choses. Ça provoque des réactions. Et en tout cas, là, ça provoque un accord important parce que je pense que c'est peut-être l'embryon d'une forme de défense régionale collective, d'alliance en fait. Moi, j'appelle ça une OTAN islamique, mais je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais voilà, ça n'est pas impossible. Voilà. Quant à l'Iran, bah là aussi, on fait vraiment tout pour que rien ne s'apaise, c'est-à-dire que l'Iran qui accepte de nouveau, après ce qui a été fait contre lui dans la guerre des 12 jours, qui accepte que l'AIEA revienne et inspecte son programme d'enrichissement d'uranium, qu'est-ce qu'on trouve de plus intelligent à faire? On remet les mécanismes de snapback des sanctions contre l'Iran. Voilà. Donc, forcément, eh ben, tout est suspendu. Voilà. Donc, on essaie sans arrêt, au lieu d'améliorer les situations, on essaie de les crisper, de les radicaliser, de les polariser au maximum pour que ça dérape. Je ne vois pas d'autre solution. Et on s'imagine qu'on aura le dessus. Parce qu'en plus, derrière, il y a une vision extrêmement présomptueuse, à mon avis, du rapport de force global. Bon. Et puis, le troisième point, ben, c'est que pendant que tout ça se passe et que toute l'attention des uns et des autres est focalisée là-dessus, au Venezuela, enfin le Venezuela fait quand même l'objet, pour dire le moins, d'une attention extrêmement soutenue des forces armées américaines et de la Maison-Blanche, bien sûr, puisque Trump a envoyé quand même, je crois, un peu plus de 10% de la flotte américaine déployée au large du Venezuela, hein, dans les Caraïbes, est en train de réhabiliter la base de Porto Rico, qu'il y a parmi ces navires des navires qui sont en fait dédiés à des opérations spéciales, il y a plusieurs très très gros destroyers quand même. Il y en a une dizaine en tout, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très importants. Et il y en a certains qui sont en fait effectivement dédiés à des opérations spéciales. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle les opérations spéciales? Ben, c'est les opérations commando, les opérations de débarquement, les opérations de changement de régime, d'appui à un changement de régime. Voilà. Et en fait, que se passe-t-il? Pour moi, là, on est en pleine renaissance de la doctrine Monroe, n'est-ce pas? Les États-Unis essaient de reprendre vraiment la main dans cette partie du monde qui a été longtemps leur chasse gardée. Ils ne supportent pas Maduro. Ils veulent le précédent. Ils veulent provoquer probablement des incidents, soit directement sur le sol vénézuélien. Pour l'instant, ils ne font qu'attaquer, mais enfin, ils attaquent des navires civils, des embarcations, des pêcheurs. Voilà, ils font de l'agitation militaire, comment dirais-je, très destructrice, pour éventuellement pouvoir déployer des forces, déployer des SEALs, déployer un certain nombre de gens. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, l'Ukraine et le Moyen-Orient, c'est une diversion aussi par rapport à ce qui est en train de se passer au Venezuela. Je pense que il est possible aussi qu'ils déploient des batteries patriotes à Porto Rico, hein, qui viendraient du Qatar, de la base du Qatar. Je vous rappelle que le Qatar a été attaqué par Israël avec l'aval américain il y a 15 jours. Donc on est vraiment dans une espèce de politique, non pas à la gribouille, mais quand même qui paraît assez brouillonne,
mais qui est extrêmement agressive en fait, américaine. Et en fait, les Américains sont en train de lancer une campagne très importante contre Maduro, hein, et ça pourrait aller jusqu'à ce qu'on appelle aux États-Unis un kinetic regime change, c'est-à-dire kinétique, c'est l'énergie, la chaleur, la vitesse. Donc ça veut dire un changement un coup, quoi, un coup de force, au Venezuela, un coup militaire. En tout cas, avec un appui militaire. Alors après, il faut, voilà, ce qu'on peut faire, comme d'habitude, on a une grande habitude, les Américains ont une grande habitude, c'est d'avoir d'infiltrer des commandos, de payer et d'inciter certaines parties de la population à créer des désordres, de forcer les forces de police locales à faire de la répression, et puis après de venir au secours des manifestants, etc., etc., etc. Donc ce ne sera pas simplement, à mon avis, des bateaux de pêcheurs, hein, ou des bateaux de croisière, en fait. D'ailleurs, Trump l'a dit, hein. Et en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi étouffer économiquement le Venezuela, c'est-à-dire faire peur à tout le trafic maritime local, casser l'économie vénézuélienne, fomenter des tensions, et puis après, voilà, mettre en œuvre des mécanismes de régime change, de changement de régime, pour avoir je ne sais pas moi, d'abord peut-être pour que Maduro réplique, parce qu'il a décidé aussi, il a fait des déclarations, il a dit qu'il allait répliquer. Donc ça, c'est typique. Il suffit qu'il réplique et hop, c'est parti. Là, les États-Unis auront leur prétexte. C'est toujours la même chose. C'est ce qui se passe en Ukraine aussi, c'est ce qui se passe face à la Russie. C'est toujours la même chose. On crée un problème et après on dit qu'on doit venir le résoudre parce qu'il y a une menace sur la sécurité des États-Unis ou d'autres pays. Bon. Donc, voilà, Trump et son prix Nobel de la paix, là, je pense que malheureusement, après des espoirs que j'ai eus, moi aussi d'ailleurs, au début, quand il est revenu, je me suis dit, ah, peut-être enfin qu'on va arriver à quelque chose d'un peu intelligent. Eh bien non, on revient dans les vieilles ornières américaines, c'est-à-dire, voilà, c'est la soumission ou la déposition, en fait. Et la transition violente, s'il le faut. Voilà, écoutez, on reviendra probablement sur l'affaire vénézuélienne. Je ne veux pas faire une émission trop longue, mais je pense que ça va être très intéressant à observer. Pour l'instant, Maduro fait des exercices un peu, pas d'intimidation, mais enfin il montre qu'il a quand même des moyens, il envoie quelques troupes, etc. Mais les Américains aussi, les Américains, je crois qu'on en est à 4500 soldats à peu près sur l'ensemble des navires, des bâtiments de guerre concernés. Donc ça va être intéressant à observer. Bon, voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, aidez-moi de toutes les façons possibles et imaginables, mais certainement en faisant connaître la chaîne et en vous abonnant. Je sais qu'il y a des problèmes, je sais que certains ne reçoivent pas les notifications, je n'y peux rien. Voilà, j'espère que ça va reprendre après un été un peu morne et j'espère que les algorithmes ne m'ont pas totalement dans le nez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous. Au revoir, chers amis. À mercredi prochain. Et pour les membres du cercle, à vendredi, pour une clé du monde qui sera, je l'espère, intéressante.